Surprise! Devinez qui c'est les gros vénards? Nous sommes en compagnie de Oh Pony Boy, le créateur de la série Melvin et Magique, qui a accepté de nous recevoir pour nous parler de son projet. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Alors déjà dis-nous pour commencer, qu'est-ce que c'est Melvin et Magique? Eh bien Melvin et Magique, c'est une web-série donc 100% française que j'ai conçue de A à Z. Ça parle de licornes, d'explosions et de vomi arc-en-ciel et c'est rempli de musique stupide. J'aime beaucoup trop faire du camping. On va se concentrer là-dessus. Et voir les étoiles briller. C'est disponible gratuitement sur YouTube. Et donc une des particularités, et j'imagine que c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est que le projet est porté essentiellement de mon côté, donc je réalise les voix, la quasi-totalité des voix de A à Z, je fais tout ce qui est scénario, tout ce qui est le design, toutes les étapes, les grandes étapes de création de la série, et le projet a tellement pris de grandeur, d'impact, a tellement eu d'impact que j'ai fini par engager une équipe avec moi en animation. Bonjour, je suis Émilie, du coup je suis animatrice sur Melvin et Magique. J'ai entendu parler de Melvin et Magique sur une offre Pôle emploi en fait pour de l'animation. D'habitude c'est vrai que ça marche pas forcément sur Pôle emploi, pour l'animation c'est plus par réseau. Et donc c'est un proche qui m'a montré effectivement cette offre d'emploi. Et donc je suis allée voir effectivement les épisodes pilotes de petites licornes. C'était mignon, ça m'a plu donc j'ai postulé. Personne ne connaissait de base, ce qui est pas plus mal. J'ai des amis aussi qui sont dans le domaine de l'animation, dans le domaine de la production, et on m'a conseillé, peu importe, la personne est fan, la personne n'est pas fan, ça donne une vision fraîche. Après qu'ils aient annoncé que je suis embauché par Melvin et Magique, il y a des amis à eux qui sont en mode trop cool, à poil à l'aventure, tout ça, c'est ce gars-là, génial. T'avais travaillé sur d'autres séries auparavant ou tu sortais de tes études à ce moment-là? Alors j'avais travaillé sur 2 autres séries auparavant, je suis encore relativement débutante. La première série c'était Furiki Wheels pour Disney+, où là par contre je faisais des retouches d'animation. Et ensuite c'était pour Elliot Fromers ou Elliot le Terrien en français, donc qui était une série de Cartoon Network par les créateurs du Monde Incroyable de Gumball, où là j'ai fait de la mise au propre en fait. D'animation. D'accord. Donc pour Melvin et Magique, c'est ta première série sur laquelle tu fais tout de A à Z en termes d'animation. Voilà. Ça a été très très stressant quand les gens sont arrivés au studio parce que c'était mon bébé de A à Z. Je connais chaque œil, chaque crinière, chaque trait, c'est moi qui les ai faits. Et le fait que ce soit repris par quelqu'un d'autre, ça a été au début un petit travail sur moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très pro, c'était fait également avec beaucoup de tact, beaucoup de passion, donc il n'y a pas eu de soucis. Donc des licornes, des musiques débiles, des explosions. Mais au final, si tu devais le dire en quelques mots, Melvin et Magique, ça parle de quoi? Melvin et Magique, c'est une série, je dirais essentiellement à propos de la différence. On a un thème un petit peu central. Melvin et Magique, ça parle d'une petite licorne bleue qui s'appelle Melvin, qui est ultra enjouée de partir à l'aventure. On a également une licorne rose qui s'appelle Rémi, qui elle n'est pas du tout enjouée de partir à l'aventure et qui a tendance à vomir des petits arcs-en-ciel une fois que Melvin est content. Et il y a un problème dans cet univers est en danger. Le pamplemousse du destin menace tout l'univers. Et Melvin, Rémi et leur troisième ami qui s'appelle Dr Flocon vont essayer de récupérer tous ces fragments de pamplemousse avec moult aventures, moult explosions et moult situations rigolotes. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce projet à la base ? Alors à la base, moi j'étais dans le domaine scientifique. Je suis allé jusqu'en bac+5 en biologie. Et en fait, au bout d'un moment, tout est devenu très très blanc. Les murs étaient blancs, les blouses étaient blanches, les pipettes sont blanches, et ma vie est devenue complètement blanche. C'était juste pas mon truc en fait, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir. Et en fait, tous les matins, pour aller travailler, je passais devant une immense tour, un château d'eau, le château d'eau de Longwy, et en fait, à un moment, je me suis juste arrêté.
J'ai garé ma voiture, je suis sorti, j'ai regardé cette tour que je voyais jamais complètement, parce qu'en voiture elle était systématiquement coupée, et je me suis dit mais qui est-ce qui vit là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et l'idée qu'il y ait des petites licornes multicolores qui vivent dedans m'a tué de rire. J'ai continué sur cette lancée. Et en fait, j'ai continué en sciences donc jusqu'au bout. Et la nuit, le soir, j'ai commencé à animer, j'ai commencé à enregistrer, j'ai commencé à écrire le scénario de ce qui est devenu par la suite Melvin et Magique. Et en fait, du blanc, j'ai eu besoin vraiment d'aller vers de la couleur. Et finalement du rationnel, qui est la science. Je suis allé en direction de l'irrationnel, qui est cet humour complètement absurde de Melvin et Magique. Et surtout la licorne, qui est, je pense, un animal qui n'existe pas. C'est ton point de vue. Blague à part, quand on regarde donc les pilotes de ta série, donc qui sont à l'origine des épisodes de la saison 1 qui sortiront bientôt, on constate quand même qu'il y a donc tout un tas de détails d'arrière-plan et un certain nombre d'éléments de world building qui ont eu l'air d'être conçus avec rigueur. Est-ce que tu dirais que c'est ton background de scientifique qui t'a permis de... Oui, à 100%. Alors tu mets le point sur quelque chose d'autre qui est totalement unique sur ce projet. Donc je tiens à préciser quand même que quelqu'un de base fasse tout de A à Z sur une série, c'est très inhabituel. C'est tellement inhabituel, donc au final, j'ai pris une équipe avec moi. Et le deuxième point qui est très très inhabituel sur Melvin et Magique, c'est la construction du lore. En tout cas, sur un projet aussi petit que ça, elle est extrêmement développée. Donc j'ai sorti les épisodes pilotes en 2019. On a lancé un serveur Discord parce que ça prenait une proportion complètement délirante de gens qui parlaient de la série et qui cherchaient à effectivement élucider tous les mystères qui étaient cachés dedans. Les conversations ont continué jusqu'en 2022, aujourd'hui avec, je crois, 5 millions de messages sur le serveur Discord à propos de qu'est-ce qui se passe dans le background, pourquoi tel personnage fait pourquoi telle chose fait telle chose. Et il y a effectivement tout un lore, tout un world building derrière qui est très cohérent, et c'est effectivement issu de toutes mes années en sciences. On voit régulièrement dans la série ce que s'affiche des éléments de pages d'encyclopédie, de pages de lore. Et donc voilà, j'ai trouvé intéressant que sur une série humoristique complètement pétée, on ait un world building derrière qui soit complètement fou. Et en fait, c'est ce qui a donné la création de cette communauté autour de Melvin et Magique, donc qui est pour moi le deuxième point complètement fou, c'est qu'il y a une fanbase qui est extrêmement active et donc qui a en partie aidé à financer la saison 1 de Melvin et Magique. Donc nous sommes avec Manon qui est donc community manager, c'est bien comme ça qu'il faut dire. C'est ça. Quelles sont tes fonctions du coup exactes au sein de ce studio ? Donc je suis alternante au sein du studio Wooty Poop. Principalement je vais aider Oponyboy pour la communication et le community management, et je m'occupe aussi de l'aspect marketing du projet. Comment t'es-tu retrouvé à travailler pour Oponyboy ? Je connaissais pas du tout la série de base en fait. Pour mes études j'avais besoin d'une alternance, donc j'ai cherché... J'ai envoyé des CV à droite à gauche, et puis finalement j'ai reçu un mail en me disant votre profil nous intéresse, il y a eu un entretien d'embauche, etc. Ça a bien accroché, donc après je me suis retrouvé ici. Melvin et Magique rencontre beaucoup de succès, donc il y a une communauté assez importante qui s'est fédérée autour de la série. En gros, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement dans une journée typique de travail ? Mes semaines elles sont assez segmentées avec le rythme d'alternance. En fin de semaine je vais surtout m'occuper de la création de contenu, donc que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube avec l'onglet communauté par exemple. Je gère moins la création des grosses vidéos qui sont publiées. Et ça va être récupérer des extraits de vidéos, récupérer ce que la communauté a fait avec par exemple des fanarts, des cosplays qu'il peut y avoir, récupérer des commentaires, répondre à des commentaires aussi sur les différents réseaux sociaux. Donc c'est toi qui réponds aux commentaires ? En partie, j'aide à répondre aux commentaires, mais il y a une bonne partie qui est faite par Oponyboy. Mon préféré, je pense que c'est celui-ci. C'est grâce à mon frère que je connais Melvin et Magique, ça nous a beaucoup rapprochés, merci.
J'ai un grand frère et bon voilà, celui-là me touche particulièrement. Et l'autre partie de ma semaine est occupée par plus l'aspect marketing avec le projet qui est en cours, comme par exemple récemment on a eu la boutique. Est-ce que tu peux nous donner une petite chronologie de comment les choses se sont passées entre le début de la conception de tes épisodes pilotes, la formation de ta communauté et donc le recrutement de ton équipe, la création de cette saison 1 qui sortira donc l'an prochain? Bien sûr. Alors, l'idée de Melvin et Magique, il me semble, de tête, ça doit être 2018. J'ai fini par quitter le domaine scientifique au moment de la remise des diplômes. On m'a dit, alors qu'est-ce que vous voulez faire monsieur? Ah, vous partez dans le domaine médical. Qu'est-ce que vous voulez faire monsieur? Ah, vous parlez dans le domaine biochimique. Qu'est-ce que vous voulez faire monsieur? Des licornes. Et je suis parti. Suite au pilote, j'ai fait 1 an de reprise vraiment du scénario dans le détail. Donc les épisodes pilotes qui ont été sur internet, donc que j'ai fait durant mes années d'études, je les ai mis en ligne et les gens étaient très contents, donc je me suis dit je plaque tout et j'essaye d'aller à fond là-dedans. Donc 1 an d'écriture de scénario, puis 2 ans de sound design, donc du voice acting, du bruitage, de la musique. Tous les bruitages sont faits dans le studio, ce qui est également assez inhabituel. En général, on utilise des banques de bruitage et on les reconnaît de série en série. On a notamment les sons d'électricité de Morrowind ou de Elder Scrolls qui reviennent. Les bruits de portes qui s'ouvrent. Les bruits de portes qui terrible, s'ouvrent. terrible. Moi, je reconnaîtrai toujours ce bruitage d'explosion que je connais moi de mon enfance, de la cinématique de fin de Medieval. Une sorte de bruitage très très typique d'explosion qu'on entend partout. Effectivement, c'est vrai que ça peut être rafraîchissant d'avoir des choses un peu faites maison qui sont pas les mêmes, quoi, tout simplement. Comment ça se passe? Comment fait-on un bruitage? Alors, je me suis posé la même question. Et la réponse est très complexe parce que tout le monde garde jalousement les connaissances sur le bruitage. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de formation, tout est, si c'est disponible, c'est très très cher. Et voire même ce n'est pas disponible, pourquoi? Parce que c'est des métiers gardés souvent jalousement, qui se transmettent de génération en génération. Souvent c'est le père qui est bruiteur, qui va enseigner au fils ou à la fille en fait. Et tu as très très peu de bruiteurs professionnels. Dans toute l'Europe, tu en as assez peu, voire même pour la quasi-totalité de certains films, par exemple Universal Pictures ou ce genre de choses, tu as une seule personne qui fait les bruitages, qui a un énorme studio, qui vient faire des bruits de pas, qui vient faire des bruits de cordes, de différentes choses. Du coup, il y a eu 2 choses. La première, c'est que je voulais que ce soit totalement original, la création. Et le deuxième problème, c'est que je savais qu'il y avait des chances que ce soit diffusé sur YouTube, ce qui est le cas, et c'était le moment où YouTube commençait d'être très taquin sur ah, tu utilises un bruit d'ampoule qui se casse, on te strike. Donc je me suis dit, ok, on va être malin, on va les faire nous-mêmes, on a un studio d'enregistrement, let's go. Donc j'ai regardé un maximum de vidéos, de choses disponibles, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Souvent c'était des reportages très courts et on voyait la salle des gars, on voyait les trucs et c'est impressionnant, je ne pouvais pas faire pareil. Mais il y a des techniques. Et en fait tu vas venir utiliser certains objets et tu vas venir rajouter des layers, rajouter des surenregistrements par-dessus ou alors modifier le pitch. Je vais vous montrer. Donc j'ai une caisse de bruitage que j'ai gardée là. Et en fait, au début, j'utilisais beaucoup de choses. On entend des bruits sympathiques. Oui, effectivement, ouais. Il y a même bruitage marqué dessus. Donc, au début, j'utilisais beaucoup de choses différentes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec juste 2 baguettes en bois et le logiciel ou alors la façon de les frotter, tu peux faire beaucoup de trucs. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ça fait un moment que j'ai rien sorti. Dans Animaniacs, ils disent qu'on peut faire énormément de bruitage avec simplement un ballon de baudruche. Avec ton expertise, est-ce que tu dirais que c'est le cas? Oui, absolument. Alors, j'ai pas le ballon là, mais tu peux tapoter dessus, tu peux le frotter, tu peux faire beaucoup de choses. Et alors, tu vas faire surtout des bruits cartoony. Hein. Bah oui, bah ouais. C'est les Animaniacs aussi, donc évidemment. Tu peux faire la pluie. Ah oui. C'est vrai que c'est de la pluie. Tant qu'à faire, tu peux faire le tonnerre. Ça, du coup, tu dois l'accélérer ou changer le pitch pour que ça fasse vraiment un... Moi, je trouve que ça fait déjà bien du tonnerre. Bon, ça, c'est un truc que j'ai acheté, mais en gros, c'est un tambour avec c'est cool. Tambour creux, et dedans, t'as... comment ça s'appelle? Un ressort. Un ressort, j'allais dire un zigouigoui. C'est un zigouigoui aussi. C'est un zigouigoui. Donc tout ce qui est bois, qui est très intéressant. Hein. Par exemple, régulièrement, on a... par exemple, à un moment, on a une scène de baston dans Melvin et Magique. Oui, on a des scènes de baston qui sont assez ouf. Parce qu'il y a des pouvoirs magiques. Il y a un moment, et quelqu'un est projeté contre un mur, il y a des planches qui se cassent.
il faut avoir des bruitages de ce genre-là, mais ça peut aussi être des bruitages plus qui tapent. Dans Melvin et Magic, on a des bastons, on a aussi des armes. Donc, j'ai utilisé sur le début des vraies épées qui s'entrechoquent pour avoir des bruits vraiment réalistes. Donc, on a vraiment, par exemple, une épée un peu plus ancienne quand il y a besoin d'un son un peu différent. J'ai été très déçu, les bruits sont très plats en fait en réalité. Donc, il faut ruser, il faut utiliser d'autres objets. Donc, on a déjà des bruits plus intéressants. Mais c'est très très plat. Du coup, il me semble que pour faire les bruits d'épée, je suis venu utiliser des... Il me semble que j'ai utilisé plutôt des éléments comme ça. Que tu viens après layerer, donc tu en rajoutes plusieurs. Tu rajoutes des... De façon générale, quand on regarde des documentaires sur le bruitage, on a l'impression que jamais tu arrives à avoir un bruit d'une chose avec cette chose. Oui, bah, je vais vous montrer, effectivement, t'as du cuir pour, je sais pas, un personnage ouvre quelque chose, ou t'as des bruitages comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, très important, les nouilles. Il y a un million de bruits, j'adore. Des petites roulettes, par exemple à un moment on a un caddie, hop, truc qui tourne, et des nouilles, très important les nouilles. Donc les nouilles tu les mets devant le micro, tu viens les casser, en fait, et ensuite tu le modifies dans le pitch. Donc le pitch c'est la hauteur de note, donc au lieu d'avoir un tu vas avoir un et en fait ça va venir faire, par exemple là on a une porte en pierre qui s'ouvre, c'est fait avec l'éclair et les nouilles. Et je sais pas si t'entends les pierres. Ok, donc j'ai pris les nouilles et avec le logiciel tu viens, en fait tu captures la fréquence et tu viens la descendre. Là où dans un vrai studio, j'imagine qu'ils auraient pris des vraies pierres, ils les auraient entrechoquées, etc. C'est ce que je faisais au début, et en fait tu peux beaucoup tricher. Quand les personnages marchent dans l'herbe. Ah, bien. Chucky est fasciné par les bruits de pas dans les dessins animés ou dans les jeux vidéo. Dans Legacy of Kain en particulier, il y a différents sols et les personnages ont des griffes, donc ils ont des bruits de pas très très particuliers. Et sur chaque différent sol, ils ont un bruit de pas particulier. Et je trouve que c'est particulièrement réussi. C'est vraiment, par contre vraiment, c'est ce qui m'a étonné, c'est un métier à part entière. Là j'ai galéré avec les épées. Je me rappelle plus exactement comment j'ai fait le son, mais ce qui est très bizarre, c'est que c'est pas ce dont on va penser. Les bruits d'épée n'ont pas forcément été faits avec des épées. Ça a été fait plutôt avec des trucs que j'ai trouvés dans la caisse à outils, quoi. Pareil, un bruit de porte qui s'ouvre ou qui se ferme, en fait, ça va être des bouts de bois qui s'entrechoquent, etc. Et c'est ça qui est très surprenant, c'est que le son parfait d'un bocal qui s'ouvre, en fait, ça va être peut-être moi qui tapote sur une clé à molette, quoi. Et en fait, il faut arriver à, quand tu vois un objet, te dire lui là-bas, il ferait un bon bruit de porte-fenêtre qui s'ouvre, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as l'œil et tu te dis ok, ça a fonctionné comme ça. Alors tu vois ce que c'est dedans là ou pas? C'est des feuilles. Alors c'est pas des feuilles, c'est des... C'est des espèces de fleurs sèches. C'est des genres de fleurs, effectivement. Comment ça s'appelle? Il y a un petit fruit dedans rouge. Oui, je vois ce que on n'a plus le nom. Ah, voilà, des objets, des trucs pour tourner, s'il y a besoin de quelque chose d'un peu métallique, des trucs, des jouets pour enfants, beaucoup. J'ai acheté beaucoup de jouets pour enfants. Alors à un moment, mon expert comptable, il m'appelle, il me fait « Jérémy, vous avez X euros de dépenses en jouets pour enfants. Je vous rappelle que votre entreprise, production de dessins animés, je fais « Non mais regardez, les bruits, ils sont trop rigolos !» Balle de ping-pong qui a dégagé. Pour les bruitages aussi, des fois, quand tu veux avoir un truc cool. Hop, t'as un petit bruit sympa. Au bout d'un moment, j'ai concocté en fait une banque de données de bruitage que j'utilise après pour Melvin et Magic. Donc. Et après, voilà, par exemple, vous voulez un bruitage de bocal, c'est parti. Hop, un petit bocal qui s'ouvre. Alors, il est fait avec quoi ce bocal qui s'ouvre? Je crois que c'était avec un bocal qui s'ouvre. Ah, pour le coup, Je me demande si c'était pas ça avec du papier dedans.
assez moche. Tu vois, c'est le bocal qui s'ouvre, n'a pas le bruit du bocal qui s'ouvre. Et je crois que ça a été fait en mode plutôt comme ça. Ah oui, là ça ressemble un peu plus à... C'est-à-dire que pour du dessin animé, on a besoin de quelque chose de plus pur, de Ouais, plus proche du concept du bocal qui s'ouvre Épuré. que les sons pas terribles de la vraie vie. Alors, niveau combat, le PC qui galère un peu, voilà. Par exemple, alors aussi, j'ai mélangé les sons avec aussi des notes de musique. Donc, par exemple, un coup d'épée de Rémi. Ah Il faut dire que c'est une épée guitare électrique aussi. Oui, c'est une épée guitare piano. Une épée qui s'ouvre. Des whoosh de combat. Je sais pas si on peut entendre. Oui. Le résumé, c'est vraiment... c'est très différent de ce qu'on imagine. Un bruit n'est pas forcément fait par l'objet qui l'accompagne. Et il ne faut pas hésiter à tricher, à faire une petite banque de données personnelle. Si vous faites une série où il y a sans arrêt des bruits de pas et des bruits de porte, personne ne remarquera qu'il y a 2-3 fois le même bruit. Vous pouvez légèrement le modifier, mais faites une bibliothèque pour les réutiliser, pour les modifier ensuite, et pour les layerer, c'est-à-dire dupliquer le son pour qu'il s'accumule et qu'il donne quelque chose de vraiment intéressant. Les bruitages qui rendent bien, c'est des bruitages où... un éboulement, c'est ok, un bruit de nouilles, un deuxième bruit de nouilles, un troisième bruit de nouilles, et là, il commence d'y avoir un son stéréo qui est vraiment très beau. Et donc souvent, après, ce qui se passe dans la série, c'est que j'ajoute des bruits à la guitare, je mélange le bruitage avec également quelques notes de musique. Donc 2 ans à peu près après le script de vraiment production musicale, production de voix, production de bruitage et de compilation. Et une fois que le scénario, une fois que le bruitage sont faits, j'ai pu créer une entreprise grâce à un financement participatif qu'il y a eu en ligne, c'était 2020-2019. Ça m'a donné les fonds pour créer ensuite la série, donc j'ai fait venir du monde, des animateurs, pour m'aider à faire l'animation, à faire les décors. On fait cette interview, on est en décembre, et donc là on est en train de finaliser complètement la saison 1 qui arrive dans peu de temps. Voilà, c'est résumé, condensé, mais il y a eu 1 million de péripéties, c'était très très intéressant. Tu dis que la communauté s'est fédérée à cause du lore, mais un élément très constitutif de la communauté, c'est quand même les musiques qui restent dans la tête. Je suis pas pressé, même pas peur s'il faut recommencer. Je suis pas pressé, j'ai pas peur d'encore me relever. Quel est ton background musical ? Oh oui, les musiques. Alors, à la base, j'étais extrêmement nul en musique jusqu'à mes 17-18 ans, donc c'est vraiment récemment où j'ai commencé par explorer tout ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que les éléments dans lesquels, dans notre vie, on va devenir fort dedans, dans lesquels ça va être toute notre vie finalement, on peut être initialement pas très fort dedans. Et en fait, j'étais nul en musique. J'ai persévéré, j'ai acheté de l'équipement, j'ai continué, et à la fin, effectivement, ça a fait plein de musique. Moi, ça fait un moment que je fais du piano, de la guitare, de la batterie, et du logiciel aussi. Et oui, j'adore faire des musiques qui restent en tête. Je les fais tourner dans ma tête, puis tourner sur le logiciel, j'ajuste des petites choses, et au bout d'un moment, ça ne sort plus du crâne. Et alors, j'ai plein de gens qui s'en plaignent. J'ai même des gens complètement random qui sont venus vraiment pas contents, en mode « Monsieur, ça fait 4 jours que je l'ai dans la tête, c'est pas normal, etc. » Je suis en mode « Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y foute ?» Et en même temps, c'est vrai que ce sont des chansons qui restent dans la tête. Elles restent. Alors, si vous trouvez que À poil à l'aventure reste dans la tête, vous êtes pas prêt pour la saison 1. Est-ce que, du coup, tu rentres chez toi en ayant les chansons de Melvin et Magique dans la tête ? Alors, il y en a une effectivement en particulier, oui, que j'ai animée maintenant il y a plus d'1 an, oui, ça va faire plus d'1 an, donc cette chanson-là ne me quittera plus jamais, c'est terminé. C'est une chanson, on va dire, de voyage dans l'épisode 4 qui est assez répétitive. C'était une scène en plus, je me souviens, j'avais demandé à la faire parce que voilà, j'ai lu le script, je me suis dit tiens, une scène de chanson ça peut être super sympa, j'en ai pas encore fait, j'aimerais bien. Et tu l'as amèrement regretté. Pour contextualiser, tu dis que tu as demandé à la faire parce que c'était à un moment donné où vous étiez encore plusieurs sur l'animation. Oui, effectivement, à ce moment-là, on était encore à 3 sur l'animation, donc on avait fait
les 3 premiers épisodes jusqu'ici. Et je crois qu'à mon avis, je devais avoir un petit peu d'avance sur l'épisode 3. Oponiboy m'a demandé dans ce cas-là, est-ce qu'il y a peut-être une scène que vous voulez faire pour commencer de travailler sur cet épisode-là. En lisant le script, voilà, j'ai vu que c'était une scène musicale. Je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas celle-là, ça va être très bien. Et bon, bah... je l'ai un peu regretté, mais je suis tellement contente en même temps donc, de l'avoir fait. Il me tarde quand même de voir ce que les gens vont en penser. Est-ce que le fait de travailler sur une série musicale, ça aide du point de vue de l'animation, ça apporte des choses? Ah, c'est une bonne question. Vu que le rythme, c'est un aspect très important de l'animation finalement, donc ouais, ça peut apporter effectivement une meilleure compréhension du rythme, donc... Oui. Il y en a certaines qui vont me rester effectivement en tête, mais par exemple, je pense aux musiques du préambule. Elles me sont restées en tête les jours où effectivement j'étais sur l'animation de ces épisodes. Et finalement, une fois que ces épisodes sont sortis sur YouTube, j'ai plus du tout eu ces musiques en tête, parce que finalement, je pense que une fois que c'est sorti, c'est exorcisé, quoi. Il y a plus de musique. Une fois que l'épisode 4 sera sorti, normalement, tu n'auras plus la chanson à la tête. Normalement, ça reste à voir. Mais bon, cette chanson en particulier, bon, il y a des mots, je ne peux plus les entendre sans que la chanson me revienne en tête. Alors que c'est des mots vraiment qu'on pourrait entendre dans une discussion normale. Dans quel ordre te sont venues les idées? La musique d'abord? Alors, dans de rares cas, j'ai une idée de musique et je me dis, vas-y, il faut que je l'intègre dans la série. Mais c'est vraiment rare. La quasi-totalité du temps, j'ai le lore, donc qui est écrit, qui est le world building qui est très cohérent, c'est une très belle ligne directrice. Il y a le squelette de la série, avec les muscles également derrière, tout le scénario, j'ai la psychologie des personnages. Et en fait, d'avoir ces 3 éléments, le scénario et les choses, en fait, elles avancent de façon très très fluide. Et en fait, je sais qu'à un moment, tiens, il va y avoir un voyage important entre cette planète-là et cette planète-là, bah vas-y, on va mettre une musique. Et les paroles, elles viennent tout de suite. Parce que, bah, à ce moment-là, Melvin, par exemple, il vient de manger des céréales, j'en sais rien. Rémi, il vient de vomir un arc-en-ciel. Docteur Flocon, il est triste. Bon, bah, boum, je sais que les paroles, ça va être ça. Et en fait, les choses viennent très naturellement. Et la musique vient après les paroles? Ah, ça dépend. Ouais, souvent, c'est les paroles qui viennent en premier. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a certaines musiques que je retouche depuis des années. Par exemple, il y en a que j'ai retouché pendant peut-être 2 ans, 3 ans. Où je réouvre, je retouche, je réouvre, je retouche, et je suis bloqué. Il y a un couplet qui vient pas, le refrain ne va pas, je retouche, je remodifie. Il y a d'autres musiques, par exemple typiquement À poil à l'aventure, elle vient de façon très fluide, très rapidement. C'était logique. En fait, À poil à l'aventure, ah bah le couplet, le refrain, ça doit être ça, c'est très bien. Et en 2 jours, c'est fait. Mais la plupart des compos, c'est sur plutôt des années. Donc les musiques qui vont sortir pour la saison 1, il y a plusieurs années de travail. Et elles sont très sympas. Après, je peux pas me juger moi-même non plus là-dessus. En tout cas, il reste dans la tête, ça c'est une certitude. Voilà, il va y avoir des musiques très très drôles, des musiques qui restent dans la tête, c'est sûr, et il va y en avoir des un peu plus sérieuses, parce que donc Melvin et Magique, le but, c'était de venir attirer des gens en mode ah, regardez cette série, elle est trop rigolote, il y a des blagues à la con, il y a du vomi arc-en-ciel et des explosions, et en fait derrière, il y a tout ce lore. Et il y a tout un côté sérieux qui vient se développer après, et je sais que c'est comme ça que les gens restent après. Et voilà, c'était le concept rigolo à l'extérieur, et quand on creuse un peu, on se dit « Wait, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Là, perdu tout en haut, je me laisserai simplement tomber, et les balles entourées ne pourront m'attraper. Sur logiciel, quand je fais les musiques, donc on a une partie qui est instrumentale, qui est faite ou bien avec des VST. Les VST, c'est des logiciels qui créent de la musique. Donc par exemple là on a un pad, je sais même plus ce que c'est, voilà. C'est un pad que j'avais conçu. Je sais pas si on peut entendre, c'est très faible. Là on entend. En gros quand je viens appuyer sur le piano,
on a le son qui est généré via des oscilloscopes. Et on a d'autres sons qui sont des sons qui sont enregistrés, par exemple des sons de batterie ou des sons de guitare. Et donc sur le logiciel, je monte tout ça, donc on a la partie vraiment instrumentale. Et après, je viens enregistrer par-dessus. Donc la partie instru, ça vient donner quelque chose comme ça. Voilà, vous reconnaissez la musique, quoi, un peu plus loin. Donc tout ça c'est entré dans le logiciel ou bien sous forme de notes qui sont générées par la suite. Quand j'appuie là, voilà, là on a un kick. Ou bien c'est enregistré avec des vrais instruments. Et ensuite je rajoute la voix. Donc je vais au micro et je m'enregistre en train de chanter. Moi j'adore partir à poil à l'aventure dans la forêt. Et voilà, dans la forêt. Donc t'enregistres, tu fais plein de prises différentes. Tu t'échauffes bien avant. Et puis au bout d'un moment, bah, ça donne ce qu'il faut, quoi. Alors c'est assez, ça peut être assez impressionnant. Là, il y a beaucoup de pistes et on en a 64. Donc t'as pas mal d'instruments qui viennent se rajouter. Donc ça c'est le couplet, ça c'est le refrain, pardon. Mais dans le couplet, ouais, il y a des petites choses en plus, quoi. Je continue mon chemin et je vous jure que c'est vrai. Je tombe sur un lutin avec un petit bonnet. Il me dit que des brigands vont raser sa forêt. Je vais t'aider, tu peux compter sur moi. J'adore batifoler totalement nu dans les bois. Mais si ça part en petits morceaux, j'utilise mon incroyable talent de héros. Il est temps. Pour ce qui compte vraiment, pouvoir chanter entre les arbres en chantant. Mes accords sont chauds et mon son est stupide. Le vent voyageant sur mon corps amateurs rigide. Partir à poil à l'aventure dans la forêt. Voilà, tout simplement. Donc le bon gros délire. Alors je sais plus si on te l'a demandé, mais quel est ton logiciel pour mixer? Cubase. Mais il y a peut-être des logiciels plus simples pour commencer. Il y a Magic Music Maker qui est un peu plus simple. Et sinon, si vous vous lancez dedans, il y a plein de tutoriels. Et encore une fois, allez voir les tutos, allez vous immerger dans la connaissance infinie du web, parce que Cubase est vraiment complexe. Donc c'est vraiment un logiciel qui gère plein de pistes d'instruments, et vous pouvez ou bien enregistrer via un micro, ou bien générer des sons. Et oh là là, vous pouvez y passer vos nuits dessus, c'est génial, moi j'adore. Donc voilà, si vous êtes passionné de musique, essayez un moment un MAO, donc un logiciel de montage audio. Donc chaque piste... On vient traiter le son, on vient rajouter des petits réglages en plus, donc il y a tout un aspect mixage. Le mixage, c'est on a tous les instruments, ok, mais le problème c'est que si on met tout en même temps, on n'entend rien. Parce qu'il y a certaines fréquences de ta voix qui vont être les mêmes que la guitare, par exemple. Donc tu viens baisser certaines fréquences, en monter d'autres, pour que l'ensemble tu puisses l'entendre et que ce soit agréable. Donc j'ai géré la partie mixage, la partie composition, la partie enregistrement, et encore après ça, tu as encore une autre partie qui est le mastering, où cette fois, tu as ta musique, elle est finie, mais il y a peut-être des petits défauts à droite, des petits défauts à gauche, donc tu viens lisser tout ça pour que ce soit agréable. Voilà, donc c'est comme l'animation, il y a un panel de métiers et un panel de compétences qui sont vachement vastes en fait dedans. Tu parles de projets qui sont maturés sur des années, notamment pour les chansons. Est-ce que ça veut dire que donc entre les pilotes que tu as réalisés avant d'avoir ton studio et tes animateurs et la saison 1 qui va réellement sortir, il n'y a vraiment rien du tout qui a changé en termes d'écriture, ou il y a quand même des choses que tu as modifiées? Oui. Passage les épisodes pilotes donc ont été très appréciés en 2019, souffraient de certains problèmes. Il y avait certains problèmes de rythme, il y avait certains soucis scénaristiques. Et au moment où les pilotes ont très bien fonctionné, avant de lancer un financement participatif, j'ai fait le tour de toutes les télés, tous les VOD, pour essayer de voir avec eux en fait, parce que avant de faire le financement, avant de me rendre compte que la communauté était vraiment très puissante, parce que pour financer une série, il faut quand même y aller. Oui, c'est énorme. C'est des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Je suis quand même passé voir un peu du monde. Et il y a eu du négatif, c'est-à-dire que 100% des gens, à terme, au final, m'ont dit « Écoutez, ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous faites, à la limite, signez ici et on va vous mettre 3 stagiaires, on va faire ça en Inde. » C'est aussi la réalité du dessin animé parfois. Donc c'était pas correct,
Moi, ce que j'ai voulu aussi, c'est de prouver qu'on peut faire ça 100% en France. Oui, d'autant plus qu'on a des structures pour en On France. a des structures pour, mais voilà, il y a pas mal de dessins animés qui sont faits de façon pas très correcte. Alors la plupart sont faits de façon très correcte. On va pas aller sur cette pente, mais en gros, ils proposaient des trucs pas terribles et surtout, ils considéraient que voilà, c'était nul, ça allait pas marcher. Et on était en plein période de Covid aussi, donc tout le monde était très frileux. Mais l'avantage, c'est que ça m'a également donné des retours de très grands professionnels de l'audiovisuel qui m'ont dit écoutez, votre pilote il est bien, mais il y a des problèmes de rythme là, il y a ceci, il y a cela. Et ça m'a vraiment remis en question parce que j'ai pris des baffes. Quand tu montes à Paris et que tu vas voir France TV, que tu vas voir Netflix, ceci ou cela, et que tu croises vraiment des gens en costard, en machin, qui t'analysent ton truc, tu te dis ouais merde, ce truc-là, en fait, il y a un problème là, il y a un problème de scénario ici. Oui, les pilotes ont été appréciés, mais ça veut pas dire qu'ils sont parfaits. Et du coup, ça m'a mis une bonne claque, et c'est là où j'ai repris pendant 1 an le scénario, vraiment de façon sérieuse, donc en prenant des livres, en étudiant la dramaturgie, en étudiant le scénario. Et il n'y a pas de secret en fait, il faut acheter des bouquins, il faut prendre des cours si besoin, et il faut s'y mettre. Et en 1 an, ça a été réécrit, restructuré, mais oui, par rapport au pilote, c'est 99% ça. Mais il y a des petites choses qui ont été quand même modifiées. La vraie série sort en janvier. Actuellement, sur ta chaîne, il y a ce que tu appelles des mini. Oui, voilà, avant la saison 1, j'ai sorti des petites choses pour faire monter la sauce. Ce sont des petits amuse-gueules pour rassembler la communauté donc sur la nouvelle chaîne YouTube qui est Melvin et Magique. Ce sont des extraits ou ça s'insère entre les épisodes Ça s'insère entre des épisodes. En fait, quand la saison 1 va sortir, les gens vont se rendre compte que les mini arrivent en fait entre 2 épisodes. Et qu'ils vont faire wow. Et c'est des stingers mais détachés de l'épisode. J'ai pris un bout que j'ai mis avant. Et les gens vont se rendre compte plus tard en fait que c'est un bout d'après et ils vont reconnecter après les éléments. Il y a vraiment autour de la communauté un jeu de chat et de souris où je pose des petits éléments et ensuite sur le serveur, entre eux, dans les commentaires, entre amis, ils en discutent et ils repèrent des choses. Il y a une langue, par exemple dans Melvin et Magique qui s'appelle l'alphabet des étoiles. Qui est sous forme de runes et on peut vraiment parler cette langue. Elle est sous forme de concept et elle est très complexe à décrypter. Et donc les gens essayent de la décrypter depuis un moment. Et une fois la saison 1 intégralement diffusée, tu penses que tout le monde aura tous les éléments nécessaires et pour décrypter entièrement cette langue et pour comprendre tout le lore, ou est-ce que tu gardes quand même une grande partie de mystère pour une éventuelle saison 2? On peut produire et écrire encore beaucoup. Le squelette général était prédéterminé pour le scénario. Quelle est la part, malgré tout, d'improvisation dans l'écriture des épisodes? Au début, j'écrivais les épisodes sans forcément faire les voix ou sans forcément parler à voix haute. Et c'était une erreur. Parce que je me rends compte que quand tu l'écris, tu le lis dans ta tête, mais ça rend pas forcément bien quand tu le lis. Donc j'arrivais devant le micro, et quand j'enregistrais, les mots allaient pas, les phrases allaient pas. Donc très rapidement, quand j'ai commencé d'écrire, je faisais les voix en même temps, et je disais à voix haute, et ça a résolu pas mal de problèmes. Mais malgré ça, quand ensuite j'enregistre, sans forcément aller dans l'improvisation, régulièrement je bouge des mots, je décale des choses, mais ça arrive effectivement. Par exemple, il y a une scène qui est très rigolote vers la fin de la saison 1, où j'ai enregistré en buvant de l'eau en même temps parce qu'il me fallait un Melvin qui... comment je peux dire sans spoiler, qui se noie, un Melvin qui a de l'eau qui sort de sa bouche pendant qu'il parle, sans se noyer forcément. Et c'était très drôle à faire et ça a sorti des bruits complètement bizarres de ma bouche, donc j'ai rajouté quelques scènes avec ça parce que vraiment c'était drôle. Donc oui, il y a une part d'improvisation, elle reste faible, mais oui, il y a tout à fait une part de fun aussi derrière, c'est normal, c'est important aussi. Par rapport donc à tout ça, donc tu as appris des choses sur l'écriture de scénario, etc. Mais c'est possible aussi que les réactions de la communauté au début, quand tu as fait tes pilotes, t'es aussi influencé dans l'écriture du scénario de la saison 1. Dans quelle mesure est-ce que ça a été le cas et sur quels aspects, tu dirais? Ou alors c'est top secret?
Si tu veux, il y a eu c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu énormément de messages de la communauté qui a essayé d'analyser le scénario. Il y a des questions bateaux qui reviennent sans arrêt. Attends, ils sont sur la planète R. Rémi et Dr Flocon sont des licornes de feu, visiblement, à cause des joues, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai vu telle chose dans le décor, telle autre chose. Donc les gens discutent. Évidemment, il y a des théories qui se distillent et des choses qui se distillent. Donc, moi, j'ai gardé ma ligne de conduite au niveau du scénario. Je ne me suis pas laissé influencer. Par contre, il est vrai que s'il y a 500 000 personnes qui disent voilà, on adore quand Dr Flocon il fait prout-prout avec sa bouche, je vais me dire bon, peut-être on peut mettre un poil plus ici ou un poil plus là, mais j'ai vraiment essayé de garder l'œuvre intacte et de pas que ça parte dans des choses bizarres. Oui, la communauté influence, c'est sûr, mais pas dans les éléments marqués dans le marbre, quoi. Donc quand tu as commencé à écrire Melvin est magique, tu savais déjà comment ça allait se terminer et tu n'as pas dévié de ce plan. Absolument. J.K. Rowling avait le dernier chapitre de Harry Potter au moment où elle avait le premier chapitre également. Et c'était dans sa tête, elle savait comment ça allait se finir, elle savait le prénom des enfants de Harry, elle savait toute la fin. Elle savait dans les moindres détails. Elle avait également des éléments clés par épisode, mais elle avait vraiment le squelette central, et que Rogue allait être tel personnage, Dumbledore tel personnage, et ensuite elle a tricoté le reste. Mais elle avait la fin, et elle disait elle avait déjà écrit le dernier chapitre, elle l'avait écrit. Il était là, il était écrit mot pour mot. Et c'est le même qui est sorti à la fin, dans le 7e livre, c'est le même chapitre qu'elle a écrit 10 ans avant. L'humour est un aspect très important de la série. Donc ça m'inspire une question un peu plus générale. Comment tu gères le dosage entre l'humour et le sérieux? Parce qu'il y aura des passages sérieux dans la série. Comment tu gères ça, le dosage humour-sérieux, lorsque tu écris les épisodes et lorsque tu orientes leur réalisation? Tout ne doit pas être drôle effectivement dans la série, et qu'il doit y avoir des aspects, un fil continu sur lequel on peut faire des blagues autour, mais pas directement en interne. Je veux dire, si quelqu'un souffre par exemple, tu peux pas vraiment faire de blagues dessus. Alors, pour ne pas que ce soit trop lourd, une grosse partie quand même du scénario, elle est condensée sous forme de passages d'encyclopédie à la fin des épisodes. On a des passages explicatifs où je mets une page et je décris, voilà, ils sont sur la planète, il y a tel endroit là, ah là là, les portes, ça fait telle chose, les arcs-en-ciel, ça permet de voyager. Et en fait, déjà, je viens me débarrasser d'une partie de l'explication du lore et d'une partie de l'explication de la sérieuxité de la série. Et je pense que c'est important dans une série humoristique que ce soit pas trop lourd non plus, les gens ils sont là pour rigoler. Mais voilà, pour répondre à ta question du dosage, je pense qu'il faut alterner avec du gag, un peu de sérieux, du gag, un peu sérieux, mais il faut pas hésiter à monter en intensité à certains moments et venir prendre par surprise. Ok, c'est très drôle, on a bien rigolé jusqu'à présent, et là boum, tu drops un truc vraiment sérieux. C'est là aussi que c'est très intéressant, parce que le sérieux, c'est l'inverse du drôle en fait. Donc c'est intéressant de jouer sur des blancs et des noirs. Moi j'aurais tendance à dire, tu veux faire un truc drôle, vas-y à fond, et balance un truc bien sérieux après. Il y a des passages, par exemple dans l'épisode 1 où dans l'épisode 1 de la saison 1, on a ce passage de la mine, où il y a pas mal de gags qui s'enchaînent, et d'un coup Rémi se barre et il laisse Melvin complètement seul au milieu de la forêt. Et je veux dire, putain quoi, c'était drôle, qu'est-ce qui se passe? Melvin il est seul, il est dans le noir, et il commence de paniquer. Et on passe du oh merde, mais qu'est-ce que la série, qu'est-ce qui se passe? Le son change, on a un son de forêt, on a des sons bien lourds dans les basses, et puis les joues de Melvin commencent de s'emballer, et il commence de faire... enfin tu vois, il y a les choses qui s'emballent. Et après, il revient à la tour, ça se passe bien, on repart sur de l'humour, et de temps en temps, tu peux venir surprendre de cette façon-là. Il y a une vraie interrogation de ce qui est sérieux et de ce qui fait avancer l'histoire, et tout le monde le traite différemment. Par exemple, Marvel veut absolument que, malgré le sérieux du scénario, on ait des gags quand même qui soient réguliers. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Moi je trouve que c'est sympa d'avoir des scènes vraiment drôles, mais de bien les différencier des scènes sérieuses, et que tu peux pas te moquer du gros du scénario, sinon ça fonctionne pas. À ton avis, quelle est la chose la plus contre-intuitive que tu aies apprise en essayant de lire là-dessus?
Le conflit. Dans l'écriture de scénario, typiquement, tu as ce qui s'appelle le conflit. Si ton œuvre, il n'y a pas de conflit dedans, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. C'est par exemple, Melvin cherche un fragment de pamplemousse du destin. S'il en trouve un quand il ouvre sa boîte aux lettres, il n'y a pas de conflit. Il vaut mieux que ce soit un personnage qui le garde, et si possible un personnage puissant, et si possible qu'il y ait des péripéties et qu'il y ait du conflit. Et si possible qu'il se fâche et qu'il se prenne la gueule avec Rémi. Il faut que ça percute. Parce que le conflit est contre-intuitif, parce que tu as envie que ton personnage il avance. Tu dis ok, mon personnage doit se rendre dans la ville de je sais pas quoi. Dans la ville de la pizza, parce que j'ai faim. Il doit aller dans la ville de la pizza, t'as envie que ton personnage il avance. Et t'as envie d'être gentil avec lui. T'as envie que... il adore les bonbons, il va avoir plein de bonbons. Non, il faut lui mettre des séries de baffes très rapides et très intenses. Il faut secouer le personnage pour qu'il évolue, et il faut qu'il y ait des péripéties. Il peut pas y aller en ligne droite, en fait. Il faut vraiment que ce soit du zigzag, sinon c'est de la merde. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut qu'il y ait de l'évolution, il faut faire pleurer les gens. Et les gens vont peut-être pleurer en regardant Melvin et Magic, mais ils vont rire aussi. Et c'est très contre-intuitif, d'autant qu'à la base j'étais parti sur un truc vraiment humoristique. Mais il y a du conflit aussi dans l'humour. La Cité de la Peur, il y a du conflit dedans, H24, c'est énormément de conflits dans la Cité de la Peur. Et donc tu dis que au milieu de tout ça, le thème un peu central, c'est celui de la différence. Et donc ça, c'est donc tu dirais essentiellement à travers le personnage de Melvin, qui a du mal à faire fonctionner ses pouvoirs et qui a un problème avec ses joues, ou est-ce que tu dirais que ça va être plus aussi distillé dans les autres personnages? Tous les personnages sont une réflexion du thème central, et là vraiment je peux pas en dire plus. Mais quand vraiment vous voulez faire un scénario balèze, par exemple on peut prendre, je sais pas, One Punch Man par exemple, où le personnage principal a un problème de puissance, il est très très puissant. Tous les personnages qu'il va venir rencontrer en fait le renvoient à cette image de lui-même. Si vraiment vous voulez faire un bon scénario, il faut que la problématique principale soit renvoyée, que tous les défis en fait renvoient et viennent taper ce problème principal, et que les antagonistes ou les personnages qui aident viennent proposer des angles de réflexion ou des angles d'attaque sur cette problématique. Donc si je dis que c'est une série à propos de la différence, il y aura beaucoup d'éléments effectivement, et on va retrouver ça chez les autres personnages. Dès que vous allez voir l'antagoniste principal qui s'appelle Octane, oui, vous allez vous dire ah oui merde, effectivement elle est différente. Donc vous verrez bien. Tu as parlé de source d'inspiration pour Melvin et Magic, tu as parlé du château d'eau devant lequel tu passais pour aller au travail. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration qui seraient plus de l'ordre d'autres séries animées qui t'ont inspiré là-dessus ou... Ouah, alors beaucoup de questions. Alors déjà, mes parents sont collectionneurs de BD. Et j'ai grandi depuis tout petit sur des BD qui sont très anciennes. Donc j'étais beaucoup influencé par des anciennes bandes dessinées, donc par exemple du Lanfeust, du Valérian, mais des trucs aussi beaucoup plus obscurs. Par exemple le Concombre masqué, c'est de l'humour très très con. Par exemple on a les premiers Tintins sous format, c'est tellement ancien que tu peux plus ouvrir comme ça, tu enlèves, page après page. J'avais les mêmes à la maison. Et j'adore le côté ancien déjà. Et il y a eu dans les années 70-80 une explosion de créativité. Par exemple dans Olivier Rameau, c'est très très coloré. Et c'est des personnages qui se sont enfuis de la vie de tous les jours pour aller dans le monde des rêves. Et c'est très coloré, c'est très beau, c'est très poétique. Et les scénaristes ont des idées qui sont complètement folles, quoi. Et du coup ça a été... donc déjà de base j'ai été baigné là-dedans. J'ai malheureusement moins le temps de regarder des dessins animés là, mais tout à l'heure on parlait de Jackie Chan Aventure, que j'ai adoré, un peu plus jeune. J'étais aussi tout ce qui est laboratoire de Dexter, qui m'a beaucoup plu vu que je suis parti dans le domaine scientifique après. Après dans les films, plus films / dessins animés, même si on n'est plus sur de la lecture enfant, on est sur de la lecture adulte, tout ce qui est Ghibli. Ghibli, Miyazaki, je suis fan, énorme fan, j'ai tout regardé, tout lu. Il y a des seconds degrés de lecture aussi derrière qui sont incroyables, et j'ai énormément de respect pour Miyazaki, pour tout ce qui est composition aussi derrière. Pokémon aussi, j'étais dans la génération Pokémon, j'ai bien aimé. Tintin, je les ai re-regardés il n'y a pas très longtemps, ils sont tous sur YouTube en plus. Oui. Et alors on avait un jeu avec une de mes amies, il fallait compter le nombre de femmes dans un épisode de Tintin. Et si tu fais ça comme un jeu à boire,
Tu repars, tu es sobre. Oui, c'est un très Tu mauvais repars, joueur. C'est ce que j'allais tu dire. repars, tu es sobre. Dans le premier épisode de Tintin, quand tu as le premier méchant qui arrive, il lui fait oui, venez Tintin dans ma voiture, je ne vais totalement pas vous enlever et tout. Donc Tintin monte comme un idiot dans la voiture du monsieur. Et le gars a un rire. Et son rire, il fait ha 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 ha. Ok. Et en fait, le thème des méchants sur tout Tintin, il est réglé sur ce rire du gars. Les notes, c'est pam 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 pam. Pam 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 pam. Y compris dans les autres épisodes du coup. Y compris dans les autres épisodes. Et en fait, j'imagine que le gars qui était responsable du son a entendu le rire du gars qui est très mélodieux et il s'est dit putain mais vas-y on va faire la mélodie par rapport à ce rire et la première fois qu'on entend ce rire il a calé la musique exactement sur son rire, ce qui fait que on a vraiment le gars rigole sur son thème, son propre thème en fait, donc ça fait Est-ce que tu as des trucs et astuces pour te dépanner quand tu es en panne d'inspiration que tu pourrais faire partager avec quelqu'un qui voudrait écrire des scénarios? Oui, il faut faire des pauses. Il y a un moment quand vraiment vous êtes bloqué, allez prendre une douche, allez dehors. Et vous revenez, vous allez être frais, et des fois c'est en changeant quelque chose, en changeant de lieu, en changeant d'état d'esprit que ça va venir. Vous pouvez aussi mettre en place un rituel. Par exemple, moi c'est le rituel du thé, qui est un rituel ancestral. C'est vous allez à la fenêtre, vous buvez votre thé tranquillement, vous revenez après, et des fois les choses se débloquent. Après, avec le temps, vous allez vraiment acquérir un super pouvoir qui est j'ai besoin d'une idée, je me concentre et l'idée elle est là. Et au bout d'un moment, vraiment, vous pouvez maîtriser vraiment le truc à un moment de je veux créer une musique, c'est parti, je la crée maintenant et je force les paroles à venir, je force les idées à venir. Est-ce que tu nous dirais quelques mots sur les trois personnages principaux? Tu les as mentionnés tout à l'heure, donc Melvin, Rémi et le Docteur Flocon. Melvin, il est très intéressant parce que il est différent, on va s'en rendre compte dans la saison 1. Les autres licornes ont d'autres couleurs, mais Melvin a l'air d'être assez unique. Donc il y a cette première différence-là. Il a un problème de joues, Melvin, et les joues sont très importantes dans cet univers-là. Les joues donnent certains pouvoirs et permettent également de voyager en arc-en-ciel. Et Melvin n'y arrive pas. Melvin, il a un souci par rapport à ça, et Melvin, il est apparu très mystérieusement. C'est Rémi qui est venu le récupérer sur une planète en forme de banane qui s'appelle le Royaume. Voilà, il y a vraiment quelque chose de mystérieux par rapport à ça. Melvin va essayer de guérir ses joues et d'arrêter d'avoir mal en fait. Et il y a ce côté dramatique qui risque de s'intensifier au fur et à mesure que on part avec des petites licornes toutes joyeuses, et c'est vrai que Melvin risque d'avoir vraiment de plus en plus mal. Rémi, il était présenté dans les pilotes comme une ancienne star du rock dépressive, qui n'aime pas les gens spécialement joyeux, ni les licornes, et qui a tendance à vomir dès que quelqu'un est joyeux. Je n'en dirai pas plus. Et Docteur Flocon, je n'en dirai pas plus non plus. Je rebondis sur un détail. Est-ce que Rémi s'appelle Rémi à cause des notes de musique? Oui, il y a les notes de musique et il y a mon meilleur ami s'appelle Rémi. Donc je pense qu'il y a ça, et mon prénom dans la vraie vie c'est Jérémy. On a 3 personnages nouveaux qui vont apparaître dans la saison 1, qui sont les antagonistes. Donc on a Octane, Ethan et Killian, qui sont doublés par des amis à moi, dont le personnage principal, le méchant principal qui s'appelle Octane, est doublé par Clara, qui est une chanteuse lyrique. Et elle a une très jolie voix. Et surtout, ça va lui permettre de chanter. On en revient sur tout ce qui est musical. Et on a prévu des très très jolies musiques avec ça. Pour ce qui est des gentils, c'est toi qui fais les voix. Et tu as tenu à ce que ça reste le cas, même en ayant regroupé une équipe autour de toi. Tu as un attachement particulier aux voix de ces personnages? Alors, il y a l'attachement. Il y a le fait aussi que quand je peux faire une voix, je la fais. C'est-à-dire, dans la série, je crois que je fais une dizaine de voix à peu près. Quand je commence d'être bloqué ou quand le personnage aurait vraiment un plus à avoir la voix de quelqu'un d'autre, je le demande. Mais en fait, quand j'ai invité des gens pour faire du voice acting, donc mes amis, il y a 5-6 personnes en gros qui m'ont aidé à faire des personnages secondaires. Au moment où j'ai proposé le voice acting à mes amis, tout le monde est en mode « ouais, trop cool, on va faire du voice acting » et on a l'impression que c'est très facile à faire. Et les gens sont en mode « bah ouais, je fais une voix comme ça passe, etc. » Et ils se retrouvent devant le micro après. Et en fait, c'est très compliqué, ça reste de l'acting en fait. Donc j'ai la chance d'avoir des amis qui sont ou bien dans le domaine artistique,
ou bien qui ont de l'impact, une sorte de charisme, une sorte d'acting naturel et qu'on puisse se mettre dans le rôle assez facilement. Mais il n'y a pas de voice actor professionnel dans Melvin et Magic, c'est tout des potes. Et ils s'en sont sortis comme des chefs. Alors avant de faire ça, j'ai dû les coacher. Il y a 1 heure d'échauffement, d'ouverture de cage, d'échauffement vocal, tout ça. Et il faut les motiver, il faut rester derrière, et ça rend super bien. Donc un des méchants, Ethan, c'est un de mes meilleurs amis, et c'est quelqu'un qui travaille également dans une autre boîte d'animation. Il fait une petite série, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Arcane, League of Legends. Donc voilà, je taquine. Il est comme un fou, il adore Melvin et Magic, et la voix rend super bien. Vu que c'est pas un voice actor professionnel, quelqu'un que je connais pas, vu que c'est des gens que je connais, il y a cette connexion, cette petite étincelle en plus. Et il y a ce côté délicieusement amateur du doublage où peut-être on n'entend pas tout le temps que c'est ultra pro. On a ce côté plus naturel aussi derrière. Par ailleurs, ça a le même avantage que pour les bruitages, c'est que du coup ça crée un environnement complètement original puisque c'est pas des voix que tout le monde connaît et que tout le monde est habitué à entendre dans d'autres séries ou dans d'autres doublages. D'autres productions. Tout à fait. Et pour rebondir sur le voice acting, in fine, il y a aussi un... Donc il y avait ce côté, c'est sympa de le faire avec des potes, mais il y a le côté aussi budget. C'est con, hein, mais plusieurs mois de voice acting, ça demande des milliers d'euros. Et donc c'est de l'argent que j'ai pas forcément, donc ce qui m'a forcé à faire du voice acting aussi pour beaucoup de personnages différents, ou faire appel à des amis tout simplement qui filent un coup de main, une journée ils viennent, on s'échauffe, ah t'as besoin de faire ce personnage, il a quelques lignes, c'est sympa, tu dois faire ces hurlements là de foule, il y a un moment, il y a tout le monde qui fait un dans la foule, est-ce que tu peux m'en faire 15 s'il te plaît, donc et après moi je les mets les uns à la suite des autres et ça fait un truc incroyable. Donc vraiment énorme gratitude pour tous mes proches qui ont filé un coup de main. Et ça m'a forcé aussi personnellement à devenir meilleur en voice acting parce que les voix des épisodes pilotes restent, et c'est également un commentaire qui a été fait, ça reste quand même très amateur. Là où pareil je me suis entraîné, j'ai pris des livres, j'ai pris des cours de l'entraînement pour vraiment avoir du meilleur acting. Et en fait, autant dans les épisodes pilotes, ça fonctionne bien, parce que c'est quand même très souvent drôle, c'est quand même très souvent rigolo, c'est quand même très souvent décalé. Autant quand vous commencez de faire 3 heures de contenu, ça ne peut pas être que du délire, que du n'importe quoi tout le temps. Il y a un moment où il doit y avoir vraiment un fil conducteur, et il doit y avoir des moments sérieux. Et j'ai dû apprendre à... au lieu que Rémi hurle, à le faire parler, à le faire chuchoter. J'ai dû apprendre à faire pleurer Melvin et vraiment à avoir un vrai acting vraiment transmettre de l'émotion via les personnages. Malgré le côté amateur du doublage des pilotes, tu as eu dedans une belle trouvaille sonore qui a, j'ai cru comprendre, beaucoup plu à ta communauté, qui est la voix de Rémi, sa diction notamment, avec sa diction très particulière, je vais essayer de l'imiter. Ah vas-y. Eh bien, Melvin. Tors ma fiche, Melvin. Je suis beau, Melvin. Alors, il faut normalement je vais me tuer la voix si je fais ça. Il faut normalement un bon échauffement, mais maintenant j'arrive à le faire. Mon épée piano est un artefact puissant et beau, comme moi. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de le faire comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il vomit des arcs-en-ciel, donc il a une diction un petit peu vomitive comme ça? Et c'est ça qui t'a donné l'idée? Oui, je pense que si vous vomissez toute la journée, il y a un moment où votre voix est complètement pétée, donc ça me paraissait logique d'avoir cette voix-là. Il y a aussi qu'il fallait une voix quand même qui soit très différente de Melvin, qui a plutôt une voix... Rémi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Écoute-moi bien, Melvin, je suis beau. Et en fait, il a fallu avoir tout un retravail sur les personnages parce que de base, quand je les enregistrais, je hurlais beaucoup et il a fallu vraiment arriver à les faire chuchoter. Et c'était ça qui était difficile, c'est-à-dire arriver vraiment à rendre le voice acting sur tout un panel d'émotions. J'en ai besoin, Melvin. Ne pleure pas, Melvin. Tout ira bien. Il faut arriver à un moment, quand vous faites un personnage, ok, c'est facile en fait de faire des personnages qui sont ultra expressifs, qui sont ultra rigolos, etc. Mais si vous vraiment voulez gagner en niveau, il faut arriver à les faire chuchoter, il faut arriver à les faire parler doucement, il faut arriver à faire tout un panel d'émotions. Est-ce que vous arrivez à le faire triste? Est-ce que vous arrivez à le faire enjoué mais en train de chuchoter?
excité, mais en train d'imiter encore un autre personnage. Par exemple, à un moment, j'ai dû faire Melvin en train d'imiter Rémi. Oui, très compliqué. C'est surtout dans la mesure où bah, du coup c'est la même voix puisque c'est la tienne. Oui. Peut-être que ça aurait été moins difficile pour effectivement deux personnes différentes devant s'imiter l'une l'autre, devoir t'imiter toi-même dans le rôle d'un autre personnage que tu doubles. Bah, j'aurais honnêtement adoré que quelqu'un prenne en main les personnages et en fasse quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est particulier d'avoir quelqu'un qui vient reprendre son œuvre, donc ça a été le cas pour les animateurs. Je pense que ça aurait été également très particulier d'avoir quelqu'un qui vienne reprendre les voix, mais je pense que la communauté n'aurait pas apprécié, pour être honnête. Maintenant, on pourrait peut-être retrouver ce genre de choses si à un moment il y a un doublage anglais par exemple. Ça peut être rigolo justement de voir ce que ça donne dans une autre langue. Il me semble que les épisodes pilotes avaient été à un moment doublés en russe. Ça donnait des trucs vraiment complètement fous. Il faudra que je retrouve la vidéo. Pour rentrer dans un personnage, il y a une technique, il y a des phrases d'accroche. Par exemple, pour Rémi, quand je rentrais dans le personnage, c'est « J'en ai besoin, Melvin !» Et après, je rentre dans le personnage. Et pour Melvin, souvent, il alpague Rémi, c'est en mode « Rémi, mais qu'est-ce que tu fais Docteur Flocon, excuse-moi, attends. Docteur Flocon, est-ce que tu peux aller chercher Rémi, celui qui fait je suis beau, Melvin !» C'est ce genre de choses, donc arriver à imiter le 1 avec le 2, quoi. Est-ce que ça te perturbe au quotidien d'animer des personnages qui ont la voix de ton patron ? Finalement, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais finalement, pour ma part, pas tellement. Parce que, effectivement, Oponiboy prend la voix de Melvin. Lorsque j'anime la scène, j'ai la figure de Melvin avec la voix de Melvin. Je vais avoir la figure de Rémi avec la voix de Rémi. Et lorsque Oponiboy va venir me parler pour me donner une indication, je vais le voir lui avec sa propre voix. Donc vraiment à ce niveau-là, j'ai une différenciation qui se fait entre les personnages et mon patron, quoi. Donc sur ce niveau-là, il n'y a pas tellement de soucis. Effectivement, c'était vraiment au tout début de l'aventure, donc dans les premiers jours, on s'est plutôt occupé de préparer toutes les marionnettes des personnages. Je me suis occupée de la marionnette de Rémi pour la rafraîchir un petit peu, et j'ai demandé du coup à Oponiboy, est-ce que ça irait pas mieux de faire son visage de cette façon-là. Et donc du coup il est venu à côté de moi, il a fait la voix de Rémi, tout à fait normal, donc là effectivement c'est dans ces cas-là où je me dis il se passe des choses étranges dans le studio, voilà. Étant donné que c'est un projet que tu as mené soit tout seul, soit avec un nombre assez restreint de personnes, ça crée un certain nombre de contraintes sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Est-ce que tu dirais que d'une certaine manière le fait d'être contraint de cette façon-là t'a permis de mieux te focaliser et a été source de bonnes trouvailles créatives ? Et si oui, lesquelles ? Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté, le fait d'être contraint comme ça ? Je pense que ça a développé du coup en moi un certain nombre de compétences. Je réfléchis à la question, elle est vraiment intéressante. Donc je pense que ça a développé un certain nombre de compétences que je n'avais pas. En plus du fait que je gère une entreprise, du coup le studio est une entreprise, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses au niveau artistique, mais beaucoup de choses également en termes de gestion. C'est con, mais avoir des salariés ou même avoir des voice actors, il faut les gérer, il faut les guider. J'ai l'idée dans ma tête, mais comment est-ce que les gens arrivent à bien la comprendre? Donc il y a beaucoup de termes techniques. Oui, il y a eu des trouvailles techniques. Vous verrez bien dans la série, mais peut-être des endroits où, étant donné que la scène est très drôle, il n'y a pas besoin forcément que ce soit animé d'une façon extraordinaire. Il y aurait eu un budget infini. Je pense pas qu'il y aurait eu énormément de différence. La seule différence, je pense, c'est que régulièrement, je serais passé derrière les animateurs en mode « Ah, attendez, on pourrait rajouter ça !» Et là, mettez Docteur Flocon qui tourne comme ça derrière. Et là, mettez telle chose. Je le fais, mais très peu, parce que déjà c'est énervant pour les animateurs, je pense. Encore que ça les fait rire d'ajouter des petites choses, mais surtout il faut qu'on avance. Un autre élément du coup que ça a entraîné, c'est des heures de travail qui sont complètement délirantes. Alors j'adore ce que je fais, mais on est sur régulièrement 15 heures de travail par jour. On oscille entre 12 heures et 16 heures. Alors quand tu fais 16 heures de travail par jour, donc tu te lèves le matin, tu bosses, tu fais Melvin et tout, ensuite tu manges, ensuite tu fais Melvin, et puis ensuite tu dors. En gros. Et tu prends un moment pour manger. Donc ça c'est sur les gros moments de rush.
Et après, le reste du temps, je prends des pauses maintenant le dimanche, et j'essaie de voir ma famille et mes amis. Mais voilà, il y a des gros moments de rush aussi, mais tout le monde est très compréhensif qu'il y a ce projet, et c'est ultra excitant de voir les choses qui prennent vie petit à petit. Donc vraiment, je m'en plains pas. Si vous vous lancez dans un truc comme ça, vous ne pouvez pas vous en sortir à 4 heures par jour. Il faut au moins faire votre 35 heures. Et il y a un moment, quand vous vous lancez dans un projet qui est assez conséquent, il y aura des moments où vous allez faire des nuits blanches, c'est obligé, quoi. Donc une autre chose que la restriction de budget m'a amené, c'est que j'ai une discipline de travail qui est assez forte, quoi. La communauté s'en est peut-être pas trop rendu compte, parce qu'il y a des gens qui me demandaient: est-ce que tu travailles à côté? Ah, tu pars où en vacances, etc. Là, les gars, ça fait 3 ans que je suis pas parti en vacances. Mais j'adore, j'ai tout l'équipement ici que j'ai toujours rêvé, j'ai les meilleurs PC possibles, les meilleurs écrans, les meilleurs baffles, le meilleur micro, les tablettes, l'équipement, l'agréabilité au travail, et puis t'as pas l'impression de bosser après, quoi. Et puis les musiques, c'est génial, tu mets lecture, tu te rends compte, tu mets lecture, et boum, t'as du son qui sort, c'est le truc que tu as créé. Je trouve ça ultra magique. Donc nous nous dirigeons vers le studio d'animation à l'occasion. C'est parti avec Oponiboy au volant. Avec Oponiboy au volant. Dans la 206 qui part en petits morceaux. C'est la voiture de la musique, du coup, que je démarre avec une dynamo. On partage des locaux, et la partie commun, voilà, il y a un sas d'entrée, il y a des sanitaires, et nous, notre bureau, il commence à partir de là. Donc, on a une première salle qui est dédiée à la gestion de tout ce qui est produits dérivés, des envois des produits dérivés, parce que oui, la passion ne remplit pas le frigo, et là c'est vraiment la pièce de travail. Bonjour Manon, bonjour Émilie. On a un premier coin là avec Manon, donc on verra tranquillement. On a notre petit mur de fan art, mais on n'a pas grand chose pour l'instant, j'ai pas pensé à tout ramener. Ensuite, par ici, bonjour Émilie. Bonjour. On a le coin animation avec Émilie, sa grosse tablette graphique. Et au niveau des murs, on peut voir déjà des storyboards sous format papier, donc ça nous permet vraiment d'étaler les choses pour bien les voir, pour bien les comprendre, avant de les animer. Donc ça c'était Émilie qui les avait fait ceux-là, donc on les a mis en avant. Le troisième coin du bureau, c'est mon bureau à moi. Donc il y a la tablette, quelques écrans et des éléments plutôt de l'or qui permettent de ne pas me perdre dans tout ça. Et surtout parce que je suis très très fier qu'on ait fini par les produire, par les envoyer, et les gens sont très contents. Au début, on était 4 personnes pour tout l'aspect graphique. Donc il y avait Morgane qui s'occupait de tous les décors. Tous les décors qu'on va voir dans la série, c'est vraiment le travail d'une seule personne. Et ensuite, on avait aussi Grégory et Sacha, donc qui étaient aussi animateurs et qui s'occupaient. On s'est tous occupés, tous les 3 également, de créer les marionnettes des personnages et des objets aussi qui peuvent apparaître dans certaines scènes. Peux-tu nous parler plus en détail donc, de ce concept de marionnette, donc de comment on les conçoit et comment on les utilise? Alors une marionnette, en fait, ça va être directement un personnage dans lequel on va trouver vraiment tous les éléments de son corps, en fait, qu'on pourra animer individuellement. Donc par exemple, on peut le voir ici. Donc je peux rentrer dans la marionnette de Rémi et on va voir qu'il y a tous les calques qui correspondent à une partie de son corps. Ça va être par exemple sa tête, son cou, ses pattes. Et là encore, je peux encore rentrer à l'intérieur de sa tête. Et tous les éléments sont séparés pour qu'ils soient animables en fait. Pour l'animation de mon personnage, on a au niveau par exemple de chaque élément ce qu'on appelle des points d'ancrage qui font office en fait de petites attaches parisiennes si on avait effectivement une petite marionnette en papier et qui permettent de faire des rotations. Je peux faire tourner la tête à Rémi de haut en bas. Pareil pour le cou si je sélectionne sa tête et son cou, que je vais placer mon attache ici.
je peux le faire bouger, voilà. Donc pour chaque personnage, en fait, on a une marionnette. Comme vous le voyez ici, c'est le personnage dans son entièreté. On peut rentrer dedans et on va voir plein de calques qui correspondent à chaque élément de son corps, en fait. Donc sa tête, sa queue, ses pattes. Et en rentrant à nouveau dans la tête, on va avoir tous les éléments. Et on a aussi en fait chaque partie de son corps, par exemple, dessinée dans tous les angles. Donc on va l'avoir par exemple de face, de face, de trois quarts dos et vraiment de dos par exemple. Ça peut se voir surtout sur le corps. Donc voilà, on va avoir le personnage sous toutes ses coutures. On peut aussi avoir des petites animations déjà faites en fait, qu'on peut réutiliser, par exemple la marche, voilà. C'est directement, on a animé sur la marionnette cette marche afin de pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Là c'est la course. Dans tous les angles à nouveau. Et pareil, si on rentre dans la tête, on va avoir vraiment plusieurs bouches vraiment pour montrer tous les phonèmes quand il faudra faire la synchronisation labiale. Voilà. Et quand les personnages portent des accessoires sur eux, les accessoires ont leur propre marionnette ou il y a une marionnette préétablie avec accessoires? Ça dépend, on peut effectivement avoir certains gros accessoires, par exemple si le personnage doit porter vraiment un gros déguisement, ça peut être effectivement, on peut en faire une marionnette à part. Je pense plutôt à l'épée guitare-piano. Mais l'épée guitare-piano, par contre, non, c'est un élément qu'on va avoir directement dans cette pepette. Donc elle est juste ici, effectivement, on a le petit sac à dos. Et on a l'épée. Donc voilà, si j'ai besoin de l'épée, je peux voilà, l'afficher. C'est des éléments de la marionnette de base que tu peux masquer ou afficher. Voilà, je peux les masquer et afficher si j'en ai besoin, si j'en ai pas besoin. C'est selon la scène, effectivement. Est-ce qu'il y a des actions qui sont juste impossibles à faire au personnage sur ce mode-là des marionnettes et qu'on est obligé du coup de faire exceptionnellement autre chose pour animer ça? Est-ce que ça arrive ou est-ce que en fait non, avec cette technique on peut tout faire? Oui, normalement vous pourriez tout faire. Après, dans ce cas-là, il y a peut-être des animations à plutôt animer du coup en traditionnel. Donc à vraiment redessiner certaines parties du corps ou... Melvin peut faire une galipette. Dans la logique, oui, je pense qu'il peut faire une galipette, mais il y aurait peut-être effectivement des éléments du corps à redessiner. On n'a que deux versions du coup, pour l'avoir de côté ou de trois quarts. Mais si par exemple il doit un peu rentrer le cou à un moment, bon, on peut animer la tête effectivement pour qu'il rentre un peu le cou, on dirait. Il se peut qu'on ait à redessiner un petit peu par exemple le cou, donc ça va être... on va partir sur une animation un peu à nouveau traditionnelle, quoi. Un des avantages de la licorne, c'est que donc déjà il n'y a pas de main. C'est une des raisons pour laquelle aussi ça a été choisi. Donc il y avait ce côté, la licorne c'est rigolo, la licorne c'est voilà, la licorne c'est drôle. Il y a aussi la licorne, c'est simple à animer parce qu'il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, donc c'est un gros tank quadrupède. On a juste à le bouger comme ça et ça fonctionne. La signification, la symbolique de la licorne, c'est la pureté. Donc on a par exemple Rémi qui raconte des choses pas toujours très pures. On a la puissance magique. On a Melvin qui fonctionne pas très bien. Et c'est aussi la clarté mentale. Et puis on a Dr Flocon, il est un peu... Donc il y a une inversion des valeurs dans Melvin et Magique que j'ai trouvé intéressante. Et ça se voit au niveau des yeux aussi qui sont noirs. Avec quand même une petite lueur d'espoir, les pupilles sont blanches. Quel est le processus un peu de A à Z de création d'un épisode de Melvin et Magique? En fait, on ne travaille pas épisode par épisode, on est vraiment par couche de travail. Donc une couche de scénario pendant à peu près une année. Donc ça se présente de cette façon-là. Là, c'est l'épisode 4, la scène 22. Donc on a entre 20 et 30 scènes par épisode, ça représente une minute. On a le lieu. Donc par exemple là, c'est l'ancien temple. On est dans une salle qui s'appelle la salle du coffre. On a les personnages. Et ensuite, on a les différentes scènes. Ainsi que les dialogues. Donc les dialogues...
qui sont aux mêmes couleurs que les personnages afin que ce soit vraiment lisible pour nous, qu'on sache tout de suite ce qui se passe. Donc les licornes rentrent dans la salle du coffre. Melvin, oh un coffre! Lorsque les licornes s'approchent, boum, on entend un bruit sourd, un mécanisme est en train de s'enclencher. Rémi, corne coffre! Tout est en train de s'effondrer! C'est terriblement cliché! Avec des indications de comment est-ce qu'on réalise, donc il y a un gros plan. Ensuite, il va y avoir toute une étape sur logiciel où j'enregistre les voix. Donc là, par exemple, on a Melvin en bleu, Rémi en rose. J'enregistre tout ça, je découpe, je monte pour que ce soit tout à fait correct. Et ensuite, on a l'ajout des bruitages. Et... Un coffre! Corne coffre! Tout est en train de s'effondrer! C'est terriblement cliché! Il y avait un clac au moment où le piège se déclenche, c'était Oui. aussi des douilles. j'ai volé à mon papa un truc qui détecte si le courant est alternatif ou continu, genre un truc qui fait clic. Et je l'ai enregistré comme ça, il est en mode « Ah, mais ça vaut 300 balles !» et je l'ai utilisé pour faire clic. Donc voilà, et ensuite j'ai rajouté un peu d'écho, je sais pas si tu as entendu. Une fois qu'on a ça, donc c'est exporté sous forme sonore. Et ensuite, les animateurs ont le scénario, les animateurs ont le son. On vient créer un storyboard quand il le faut. Pour le storyboard, dans ce cas-là, je me base sur ce que j'entends au niveau du son et sur le script que Oponiboy me donne. Du coup, là, par contre, le storyboard va plus m'aider effectivement à composer mon image et à choisir quand est-ce que je fais mes cuts pour changer de plan, tout ça, voilà. Et ensuite, ils animent. Un coffre! Corne coffre! Tout est en train de s'effondrer! C'est terriblement cliché! Voilà, en gros, et ça donne ce genre de choses ensuite. La saison 1, elle est prévue pour durer combien d'épisodes et des épisodes de quelle durée, globalement? Alors, c'est une réponse qui est un peu particulière. Je vais la faire court, mais en gros, on va avoir quasiment 3 heures de contenu, qui est, entre parenthèses, hein, ce qui est énorme. Ça fait 2 films, quoi. Mais je ne sais pas encore le découpage pour certains épisodes. Donc, est-ce que ça va être... a priori, je pense que ça va être 14 épisodes de 15 minutes, quelque chose comme ça. Mais ça peut être 7 épisodes de 28 minutes aussi. On n'est pas encore certain du découpage. Parce qu'on est à la période justement où on regarde à quel moment couper. Parce que à la base, ça avait été pensé pour essayer de le vendre justement à une télé ou à un VOD. Donc c'est des éléments très très stricts de 28 minutes, de 32 minutes, de 12 minutes, etc. Et là, on va les mettre sur YouTube gratuitement. Donc il y a une vraie question qui se pose de, attendez, peut-être au lieu de mettre 1 heure de contenu, peut-être qu'on peut le découper, peut-être qu'on peut le penser un peu autrement, le faire plus interactif. Donc on se laisse encore la réflexion, mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il va y avoir 3 heures de contenu dispatché sur 6 mois à peu près, je dirais. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça se passe, la mise en place d'une scène? Là, en fait, je suis en train de retoucher toute une scène, donc où je la refais de A à Z. Et la première chose que j'ai fait, du coup, c'est un storyboard. Donc au départ, je faisais des storyboards plutôt papier. Mais pour ces scènes-là, j'ai fait des storyboards directement sur le même logiciel sur lequel nous travaillons pour animer. Donc avec vraiment des marionnettes encore plus simples, seulement pour avoir la silhouette du personnage, afin de savoir comment je vais composer chacun de mes plans et découper chacun de mes plans. À partir de là, je place chacun de mes personnages, donc je vais prendre les marionnettes dont j'ai besoin et je les place. Je prends aussi tous les décors, bon ça je le fais plutôt au niveau du storyboard, mais je vais prendre tous les décors dont j'ai besoin, donc là effectivement c'est une scène qui se passe sur la planète R. Et à partir de là, je vais poser mes personnages, donc là c'est une scène qui fait une trentaine de secondes, je vais avoir peut-être une dizaine de plans. Et en fait, lorsque je change de plan, il y a certaines marionnettes que je vais arrêter d'afficher. Donc par exemple, là, je n'ai que Dr Flocon sur cette scène. Puis juste après, je vais avoir un gros plan sur Rémi. Donc Dr Flocon n'est plus affiché, mais voilà, j'ai à nouveau Rémi. Et pareil, là, d'un coup, j'ai Melvin, j'ai arrêté d'afficher Rémi et Dr Flocon, voilà. À partir du moment où tous les personnages sont placés,
Ce que je fais ensuite, c'est que je leur donne toutes les expressions faciales en fait, qui correspondent à ce que j'ai fait sur le storyboard. J'ai aussi dessiné leurs expressions. Donc pour les expressions, on a effectivement plusieurs sortes de bouches si jamais. On a plusieurs formes d'yeux, donc pour que le personnage puisse regarder dans tous les sens, ou avoir les yeux à moitié fermés par exemple. Donc une fois que j'ai placé tous mes personnages, la deuxième étape, de façon assez rigolote, c'est que je vais faire ce qu'on appelle le lip sync, donc la synchronisation labiale. Chaque personnage, quand je rentre à l'intérieur du coup de leur tête, je peux aller jusqu'à leur bouche. Et à partir de là, je peux avoir un calque son qui ne sera pas écouté, qui ne sera pas entendu dans la scène puisqu'on aura vraiment le son global. Et ce calque de son correspond à seulement leur ligne de dialogue. À partir de là, je peux faire un lip sync un petit peu, on va dire entre guillemets, automatique. Si je comprends bien, c'est le logiciel qui se charge de détecter quand est-ce qu'il y a de la voix et de faire bouger les lèvres en fonction. Effectivement, voilà, comme on peut le voir, il y a une option de lip sync automatique, je vais dire entre gros guillemets parce que effectivement, bon, c'est pas forcément très automatique. Tu dois quand même repasser derrière pour corriger les bugs. Hein. Et effectivement, le logiciel va nous proposer une petite grille afin de nous demander à quel son va correspondre quelle bouche. Donc il me donne des sons et effectivement, voilà, je peux désigner une certaine forme de bouche qui correspond au son. Et à partir de là, le logiciel va détecter, à partir de la piste son et des paramètres que je lui ai donnés, va pouvoir faire une première animation de la bouche. Mais c'est très approximatif, voilà. Docteur Flocon, des suggestions? C'est pas du tout... ça ne correspond pas vraiment à ce que dit le personnage. Écoute-moi! Surtout Rémi qui a une voix très de gorge. Ouais, il a une voix très de gorge, très rêche un petit peu. Le logiciel a un peu du mal avec ça, il va rajouter par exemple des... Et à partir de ça, je vais vraiment beaucoup retravailler le lip sync pour vraiment que chaque son corresponde à ce que l'on voit. En gros, combien de positions de bouche différentes pour chaque marionnette sur une série comme celle-là? Pour celle-là, alors... Ici, on doit en avoir seulement une petite dizaine. Après, là, je vous parle d'une dizaine, mais c'est pour une forme de bouche. Parce que, en fait, on va avoir 3 formes de bouche assez différentes. Donc, pour lorsque le personnage est content, lorsque le personnage a plutôt une bouche neutre, ou lorsque finalement il va être en colère ou triste. Donc, on a ces trois formes de base. Et pour chacune de ces 3 formes, on va ensuite avoir à nouveau une dizaine de formes pour avoir tous les sons, donc les A, les O, lorsqu'il va avoir la bouche fermée pour former un par exemple, ou un L ou un F par exemple. Et donc voilà, on arrive finalement à peut-être une trentaine ou une quarantaine de bouches. Et encore... En plus de ça, il faut compter encore une autre trentaine ou une quarantaine pour toutes ces formes, à nouveau sous différents angles, puisqu'on a le personnage parfois qui va être de face ou de 3/4. Donc là, comme vous le voyez, on a juste la bouche neutre, donc avec tous ces petits phonèmes, on a une dizaine de phonèmes. On a des bouches un peu spéciales, par exemple. Et on a à nouveau toutes ces bouches, mais qui vont se retrouver de face. On a énormément de bouches juste pour un seul personnage. Voilà. Et cette étape-là prend quelle proportion du temps que tu passes à animer une scène? Alors le lip sync, finalement, moi ça me prend pas trop de temps. Sur une heure, sur
une scène d'à peu près une trentaine de secondes s'il n'y a pas trop de dialogue. Si par exemple notre personnage est hors champ lorsqu'il donne son dialogue, Si on voit pas sa bouche. voilà, on va pas avoir de travail à faire sur ce lip sync là. Ça peut me prendre seulement 1 à 2 heures. Donc, pour le lip sync. Sur combien de temps total que t'as passé à animer ta scène de 30 secondes Alors la scène de 30 secondes, par contre, effectivement, ça va plutôt prendre en tout 1 ou 2 journées, voire 3 si vraiment elle est très complexe, ou même 4, vraiment, voilà, ça dépend vraiment des scènes. Mais pour les scènes très simples, ça peut effectivement donner sur 1 journée ou 2 journées. Donc voilà, le lip sync est un passage assez rapide finalement, puisqu'en fait, la marionnette, une fois qu'elle est faite, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément à refaire. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Et donc une fois effectivement que ma synchronisation est faite, je passe à la 3e étape qui est vraiment l'animation du personnage. Alors je fais justement la synchronisation des lèvres avant d'animer le personnage, pour ma part. Comme ça, pour certaines actions, je peux encore plus... Tu peux adapter le mouvement à la façon dont le personnage parle, à la syllabe qu'il est en train de dire. Voilà, ouais, je cherchais justement à comment dire ça. Donc oui, effectivement, je fais d'abord la synchronisation labiale avant d'animer vraiment le personnage, afin que certains mouvements puissent se synchroniser, par exemple, à un son qu'il va prononcer. Donc si vraiment, par exemple, imaginons un personnage qui panique, qui crie et qui fait « Ah !» là, par exemple, je pourrais le faire s'écraser au moment où il se prend une inspiration, et puis d'un coup le faire se redresser pour dire « Ah !» Voilà, ça m'aide à bien synchroniser, voilà. Ça permet de rebondir. Donc le script contient des précisions sur le fait que les personnages vont bouger de telle façon, à quel rythme et tout. Il doit y avoir une certaine latitude. Donc tu dirais que tu es amené à prendre beaucoup d'initiatives sur la façon dont tu vas composer la scène et la façon dont tu vas organiser le mouvement des personnages dans la scène. Effectivement, oui, il peut y avoir pas mal d'initiatives à prendre. On peut tester des choses qui marcheront, mais qui marcheront pas parfois. Et ça, du coup, on va le voir plutôt avec Oponiboy. On lui demande est-ce que vous validez cette idée ? Est-ce que ça correspond à la vision que vous aviez en écrivant le script ? Et il va nous dire ah oui, effectivement, ça c'est très bien. Ou alors ah non, je voyais plus ça comme ça. Ou alors on va finalement apporter une idée complètement neuve et il va nous dire ah ça je l'avais pas vu comme ça, mais effectivement c'est très très bien. Donc ouais, vraiment, on met un peu aussi parfois notre propre patte créative. Il t'est arrivé d'avoir à refaire toute une scène parce que ton initiative avait pas plu ? Alors non, pour ma part quand même non, mais effectivement, voilà, si jamais il y avait un souci, je pense qu'on n'aurait pas eu à refaire toute la scène. On montre quand même l'avancement à Oponiboy pour qu'il nous donne un stop si jamais vraiment on est en train de faire un peu n'importe quoi. Est-ce que le contraire arrive, à savoir que le script prévoit quelque chose, mais toi en animant tu te rends compte que vraiment ça marche pas du tout, enfin c'est pas crédible pour une raison X ou Y, d'une façon qui n'est pas forcément possible à anticiper lors de l'écriture, qu'à ce moment-là tu dis non là ça marche pas comme ça, il vaudrait mieux faire comme ça t'arrive ? Ça m'est arrivé effectivement de temps en temps où je n'arrivais pas trop à me figurer. Par exemple, il y avait beaucoup d'actions décrites dans le script, alors que au niveau du son, on me laissait très peu de temps pour effectuer ces actions, donc il a fallu effectivement que j'aille revoir avec Oponiboy au niveau du scénario ou au niveau du son. Dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est faire une petite scène supplémentaire où il nous rajoute du son, par exemple. Dans la bande dessinée, c'est quand même pas rare d'entendre un personnage, enfin de lire un personnage faire toute une disserte de philo pendant une explosion. Non mais parce que c'est ça, les personnages ont le temps de parler pendant l'action parce que l'action est juste une image. Oui, mais si le script prévoit que des répliques qui sont dites et donc qui ont déjà été enregistrées soient dites pendant, je sais pas, qu'un personnage est en train de sauter ou une bêtise comme ça, on peut se dire non, ça veut dire qu'il saute pendant 20 secondes, ça va pas. Bon, dans ce cas-là, je vais peut-être meubler autrement. Donc, si le personnage il est en train de partir dans une tirade, on va peut-être meubler en montrant un peu du décor ou en montrant un autre personnage qui réagit à ce qui est dit dans ce cas-là.
Est-ce que ça te motive plus de travailler sur des grandes scènes dramatiques qui sont des articulations importantes de l'intrigue plutôt que sur des scènes qui sont un petit peu plus anecdotiques, ou est-ce que tu éprouves le même plaisir à animer n'importe quelle scène? C'est très intéressant, c'est vrai, de travailler sur des grandes scènes qui participent vraiment au développement d'intrigue. Mais bon, je pense qu'il faut en faire de temps en temps, c'est sûr. Après, c'est vrai que les petites scènes aléatoires dans l'épisode sont assez sympas aussi pour se détendre, voilà. Effectivement, un peu de légèreté dans le travail pour se détendre, effectivement, voilà. Qu'est-ce que tu penses que le fait d'animer Melvin et Magique t'apprend et t'apporte professionnellement pour ta future carrière d'animatrice, où tu travailleras sur d'autres séries? Je trouve ça très intéressant parce que finalement j'apprends beaucoup de choses. Comme on est une petite équipe, je dois remplir beaucoup de rôles, donc revêtir beaucoup de casquettes finalement. Sur Elliot Fromers par exemple, je ne faisais que de la mise au propre. Quelqu'un avait animé la scène mais dans un aspect crayonné. Et la mise au propre, ça correspondait seulement à mettre son animation au propre. Donc j'apprenais finalement un petit peu en observant l'animation de la personne qui était passée avant moi, mais j'avais un rôle assez répétitif. Pour le coup ici, sur Melvin, j'ai pu faire du storyboard, j'ai pu faire du coup de l'animation de A à Z, donc vraiment passer par toutes les étapes. J'ai pu faire un peu de dessin aussi. Et j'observe également ce qu'ont fait mes collègues. Vraiment, voilà, je vois encore plus les étapes de la création d'un dessin animé vraiment à part entière. Donc, en tant que community manager, est-ce que tu pourrais dire aux spectateurs qui verront donc cette interview ce qui peut être fait concrètement pour aider ce projet à être périn? Donc principalement en fait on a deux types d'aides. On a surtout l'aide avec les gens qui sont fans de la série, qui vont en parler à leurs amis, qui vont partager, qui vont être là pour regarder les épisodes, qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, etc. Il y a ça qui aide énormément évidemment. Et il y a aussi l'aide un peu plus financière avec la création de la boutique par exemple, et les différents produits qu'il y a dessus, avec les grosses peluches en bundle, les petits badges qui vont avec, les prints, les produits qui sont dédicacés aussi. Hey, donc de temps en temps sur notre boutique, on offre la possibilité d'envoyer des posters et on propose des dédicaces sur mesure. Donc là c'est Noël, en ce moment on est en train d'enregistrer, il y a des gens qui nous ont demandé des petites dédicaces. Alors Émilie, il y a quelqu'un qui nous a demandé 3 dédicaces. Je vous lis le message, c'est Alex Deplan qui demande: serait-il possible de glisser une petite blague ou un petit dessin stupide dans le colis? Ce serait vraiment super adorable de votre part, en vous remerciant très fort. Donc une petite blague ou un petit dessin stupide. Je m'occupe de la blague, vous vous occupez du dessin stupide, ça vous va? Vous voulez faire quoi? On a les 3 posters. Un dessin stupide. Un dessin stupide, une petite blague. Moi je vais faire celui-là, je me sens bien. Donc voilà, on dédicace de temps en temps. Quand on est en convention, on fait ça pendant des heures. Mais on a gardé l'habitude au studio, on en fait de temps en temps. Donc c'est parti. Qu'est-ce que vous allez faire comme dessin stupide? Je réfléchis au dessin stupide parce que là, vraiment... Je croyais que c'était la blague qui devait être stupide. Alors, et attendez, que le dessin il devait être petit. Oulala. Un petit dessin stupide. Alors retirons le petit, vous pouvez faire un dessin stupide, je pense. Et par contre, la blague est petite, une petite blague. Ah d'accord, c'est la blague qui est petite et le dessin qui est stupide. Serait-il possible de glisser une petite blague? Bon. Dessin stupide, vraiment. Je vais glisser une petite blague, mais elle est derrière l'arbre. Je vous explique mon état d'hésitation le plus total, c'est qu'en dédicace, à chaque fois, c'est « Bon alors, tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Alex. » D'accord, donc A-L-E-X. Non, H-A-L-2-E-X, etc. J'ai niqué une quantité de posters et d'albums, genre le premier album que j'ai sorti, j'ai niqué peut-être, je sais pas, 20 albums, un truc comme ça. Parce que les gens sont en mode, oui, je m'appelle Thomas, avec 2 H. Tu sais, je viens de finir d'écrire en mode, quoi? Donc maintenant, je vous donne des feuilles de papier et vous m'écrivez votre nom. Sinon, ça ne marche pas. J'ai glissé la blague derrière l'arbre. Melvin est très présent en convention.
On va essayer de faire un tour vraiment dans toute la France si possible. Après, ça dépend surtout de est-ce que les gens nous invitent. Melvin et Magique a également un Discord. C'est également toi qui gères ça? J'organise pas les événements qu'il y a dessus personnellement, etc. Mais je suis quand même dessus. Des fois, je publie un petit peu pour prévenir. Dans le futur, je vais publier davantage, mais ce qui est dans la vie du serveur, c'est plus les modérateurs qui sont là de base qui s'en occupent. Vous recevez beaucoup de messages sur les réseaux sociaux par ailleurs, donc j'imagine YouTube, Instagram, TikTok. Melvin Magique a aussi donc un TikTok. Est-ce qu'il y a des commentaires qui reviennent très souvent de la part de fans qui veulent vous communiquer leur enthousiasme ou des choses comme ça? On a des commentaires un peu type. Bon, il y a souvent beaucoup de soutien, les gens sont vraiment très sympas, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a beaucoup de demandes de stage et d'alternance et je suis en mode non. Ce qui me permet de te demander également, quel est l'aspect de ce travail qui te plaît le plus? Je pense en fait c'est le fait que ça soit un projet qui est aussi décalé. C'est vraiment le fond du projet, le fait que ce soit effectivement peut-être plus motivant que des entreprises qui produisent des choses un petit peu plus standards. C'est ça. Effectivement. Et l'aspect qui te paraît le plus compliqué à gérer, sans forcément dire que ça te déplaît, ce qui te paraît le plus compliqué à gérer? Je dirais en fait c'est l'aspect créatif parce que c'est un peu dur d'avoir aussi quelque chose de comme ça sur commande en mode oui il faut faire du contenu organique, créatif, etc. Et en fait on arrive devant, on est en mode je sais pas parce que ça se commande pas immédiatement donc on arrive à faire des trucs, on tâtonne, on essaye des trucs, bon des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est vrai que c'est un aspect un peu compliqué. C'est quoi le truc le plus le truc le plus décalé qui t'est arrivé de faire dans le cadre de ton travail pour Melvin et Magique? Moi de base on m'a dit tu vas gérer les réseaux sociaux, il y aura un petit peu de gestion, ça va être cool. Et je me retrouve à faire une convention et à finir à 23h. Et on rigole, c'est n'importe quoi, on parle à des fans, etc. C'était pas vraiment un aspect auquel je m'attendais. Qui sont les fans de Melvin et Magique? Donc principalement, la communauté c'est entre 11 et 30 ans, donc c'est vraiment des jeunes ados à jeunes adultes. Et c'est un peu plus dans la culture internet, des geeks, des personnes de ce style. Est-ce que ça implique une certaine attitude de ta part en tant que community manager? J'ai de la chance parce que j'ai 20 ans, donc je suis un petit peu entre les deux quand même. J'ai la culture des gens plus 30 ans et quand même un petit peu la culture des plus jeunes. Donc ça va, mais je sais que selon les réseaux sociaux, faut adapter, on parle pas sur Facebook comme on parle sur TikTok par exemple. Après, faut savoir, Melvin Magique, ça reste une série qui est assez tout public, c'est pas non plus pour les tout jeunes, mais c'est pas... y a pas des propos extrêmement choquants dedans, donc y a pas un langage à adapter très fort, c'est faire attention, normal, mais voilà, c'est rien de trop compliqué. Et indépendamment de l'âge, est-ce que tu relèves des tendances, des comportements, des choses qui caractérisent la communauté Melvin et Magique? Moi je pense que c'est vraiment le fait qu'on est tous dans la culture internet avec les mèmes, les YouTube, bon voilà, on connaît, et c'est vraiment ça qui rassemble, je pense. Et à part sur Discord, il y a d'autres espaces d'échange où les fans de Melvin et Magique interagissent beaucoup. Il y a dans les commentaires des différents réseaux sociaux, on essaye d'interagir beaucoup aussi sur YouTube, dans les commentaires. Pour voir les théories des gens, ce qu'ils en ont pensé de l'épisode, etc., etc. Et puis on essaye d'être très présent sur les autres réseaux sociaux aussi, répondre aux différents commentaires, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, parce que vu qu'on est un petit projet, on a cette chance de pouvoir être proche de notre public en fait. Est-ce que vous avez des futurs projets de marketing pour promouvoir la série? Il y a des événements qui vont arriver par la suite. C'est pas encore planifié au centimètre près, mais il y a des choses qui vont arriver. Et à titre personnel, professionnellement, tu dirais que le fait d'avoir fait cette alternance ici, t'as appris quoi principalement? Surtout les outils de création de contenu, donc que ça soit de montage, les After Effects, Photoshop, Premiere Pro, l'outil que j'utilise pour publier sur les réseaux sociaux, automatiser, beaucoup de choses comme ça en fait, et surtout l'aspect concret de ce que j'ai pu apprendre en cours auparavant, avec tous les outils d'analyse, etc.
En comparant ton expérience à celle de tes autres camarades de classe alternants, tu as l'impression que le fait de travailler dans un studio d'animation apporte quoi par rapport au fait de travailler dans un autre genre d'entreprise? J'ai beaucoup de camarades qui sont en banque, donc c'est des tâches qui sont assez répétitives en fait. Ils font la même chose toute la journée. Ce qui est intéressant de travailler dans un petit studio d'animation, c'est que les tâches elles sont très variées aussi et ça me permet de faire des choses extrêmement différentes et pas juste la même chose en boucle, donc je peux en apprendre beaucoup plus. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture d'une série animée? Dans l'écriture ou dans la réalisation. Dans la réalisation. D'abord dans l'écriture et puis ensuite dans la création. L'ensemble du projet création d'une série animée. La première, c'est qu'il faut persévérer. Il va y avoir des gens qui vont vous dire que c'est nul ou qui vont vous dire qu'il faut arrêter, qui vont vous dire que voilà, centrez-vous sur l'œuvre, c'est votre truc, c'est votre bébé. Si les gens sont pas contents, ils vont se faire voir, on les emmerde. Vous devez avancer, vous devez puiser de la force à l'intérieur de vous. C'est la première chose, et si déjà vous arrivez à faire ça, vous allez aller très très loin. La deuxième chose importante, je pense, dans n'importe quel domaine, si vous voulez vraiment faire quelque chose de conséquent, par exemple, au hasard, écrire un livre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient écrire un livre, c'est pas déconnant d'apprendre à le faire. De passer par exemple une semaine, faites une demi-heure par jour, vous lisez des articles, vous regardez une vidéo, ou alors carrément vous achetez un livre. Maintenant il y a des bouquins sur n'importe quoi, vraiment il y a des bouquins sur tout. Donc vous achetez un bouquin, comment écrire un livre, par exemple l'anatomie du scénario, c'est très très bien. Vous bouquinez le bouquin, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, faire une œuvre ou écrire un livre, ou réaliser, ou créer un studio, ou dessiner une bande dessinée, en fait il y a des lois. Et ces lois, vous pouvez les tordre, vous pouvez aller à la limite de les briser, mais si vous les brisez, c'est juste ça va pas marcher en fait. Et c'est ça qui est important. Donc il y a des règles, il y a des lois dans les choses, et il faut les apprendre. En musique, vous pouvez faire du logiciel de musique, vous pouvez faire de la guitare, mais il y a un moment, il va falloir savoir que voilà, cette note-là c'est le Do, cette note-là c'est le Mi, mais vous pouvez quand même vous en débarrasser d'une autre partie. Je suis très nul en lecture de partition, pour être honnête. Donc c'est le truc que j'aime moins. J'arrive à le faire, mais très lentement. Mais il faut quand même une petite base dedans. Donc mon deuxième conseil, c'est quand vous voulez faire quelque chose de vraiment conséquent, il ne faut pas hésiter à apprendre. Et encore une fois, pour 15 balles, vous avez n'importe quel bouquin sur internet ou alors en boutique. Vous allez à la Fnac, il y a des livres sur tout. N'hésitez pas à apprendre des choses. C'est aussi savoir être humble. On ne sait pas tout faire. Et vous allez vraiment gagner en compétences si vous essayez d'écrire un livre et que vous savez que il faut quand même avoir un beau final avant de commencer le début, avoir quand même des éléments importants. Faites pas forcément le final tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est au moment où vous vous dites ok, le squelette est bon, le squelette pour moi c'est vous avez le début, vous avez la fin, vous avez quelques éléments clés du milieu. C'est intéressant des fois d'avoir des scènes un peu plus évoluées, genre ok, cette scène je la veux absolument. Par exemple dans Melvin et Magique, on a la scène du décollage en arc-en-ciel dans un des épisodes qui est très très belle, où Melvin regarde autour de lui, il est tout excité, il est tout content. Je l'avais vraiment dès le début, celle-ci, elle était écrite et elle n'a pas bougé. Mais avant d'aller plus loin, avant de commencer de dire ok, tel épisode c'est tel jour, tel personnage, il dit telle chose, faut peut-être avoir un début et une fin, à un moment ça aide. Après, tout le monde est un petit peu différent au niveau de l'écriture, mais je pense que le final est important parce que le final vient conclure l'œuvre en fait. Donc il doit être vraiment bien travaillé. Voilà, c'était Oponiboy et son équipe pour nous parler de Melvin et Magique. Merci de nous avoir reçus, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous d'être passé, vraiment, c'est ultra touchant de commencer de rien et d'avoir de plus en plus autour de soi du monde avec qui travailler, avoir une super belle équipe, et puis d'avoir des super youtubeurs qui viennent pour faire un reportage, c'est ultra impressionnant et c'est ultra sympa. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup et merci du soutien aussi des personnes qui vont regarder tout ça. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à poser des questions, j'irai jeter un œil. Personnellement dans les commentaires, tout ça. Et voilà, on fait un projet 100% français, on fait un projet ultra original, donc venez jeter un coup d'œil et merci beaucoup de votre soutien. Tous les liens seront en description. Je suis pas pressé, même pas peur s'il faut recommencer. Je suis pas pressé, j'ai pas peur d'encore me relever. Je pourrais voler tout en haut, je sentirais en moi le feu, j'aurais des
je sais, je peux voler tout en haut. Je sentirai en moi le feu, j'aurais dépassé les défis. Je sais.